peut y aller. Bonjour à tous. Donc voilà, je me présente. Donc j'avais envie d'un peu vous expliquer d'abord le rôle de la WEX par rapport aux expositions universelles. Donc moi, je travaille au service communication de la WEX. Je pense que certains d'entre vous me connaissent déjà, puisque j'ai déjà travaillé pour plusieurs expositions universelles, donc depuis celle de Shanghai en 2010, puis il y a eu Milan en 2015 et la dernière, c'était en 2020, enfin 21. Covid oblige, c'était reporté d'une année pour Dubaï. Et donc là, on travaille sur celle qui aura lieu donc, au Japon en 2025. Et donc, voilà, donc le rôle en fait de la WEC, c'est vraiment de représenter la Wallonie auprès des comités techniques qui sont gérés par Belle Expo pour les expositions universelles. Donc, c'est géré par le fédéral. Raison pour laquelle on a invité aujourd'hui Aldwin Deckers, qui est donc le commissaire général faisant fonction pour l'expo d'Osaka. C'était le commissaire adjoint pour Dubaï. Et donc, voilà, donc l'idée, c'est vraiment de vous présenter aujourd'hui déjà les opportunités que représente le marché japonais pour les entreprises wallonnes. Donc ça, c'est la première chose. Donc quel est l'intérêt du marché japonais? Ça, c'est Adelin Goffinet qui va vous expliquer tout ça. Donc c'est vraiment l'expert géographique chez nous pour le Japon, mais aussi Taïwan et la Corée. Et ensuite, c'est Aldwin Deckers donc, qui va vous présenter quels sont, voilà, recadrer un petit peu c'est quoi une exposition universelle, quel est l'intérêt justement pour une entreprise de participer à ce type d'expo. Il faut savoir que c'est vraiment une belle vitrine à l'international. Donc, c'est vraiment l'opportunité de montrer notre savoir-faire à l'étranger dans un cadre vraiment multiculturel et universel. Et ensuite, on en viendra vraiment au concret, c'est-à-dire quelles sont les opportunités vraiment commerciales pour vous, et donc de devenir partenaire du pavillon belge en tant que sponsor. Donc, il y a toutes sortes, vous le verrez, de possibilités, soit voilà, de sponsoring en cash ou de sponsoring en nature. Donc, voilà. Ici, n'hésitez pas à poser des questions donc, pendant la séance. Donc, on vous invite à surtout les poser dans la boîte questions-réponses. Donc, le mieux, c'est de ne pas utiliser le chat et de vraiment utiliser plutôt l'onglet questions-réponses parce que ça nous permet à nous de les enregistrer, de les garder. Et donc, voilà, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions aujourd'hui, même si on va essayer de le faire, on peut en garder une trace pour la suite. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet questions-réponses. Et voilà, on est là pour répondre à toutes vos questions. Et par la suite, si justement il y a des marques d'intérêt, on reste évidemment en contact. C'est Belle Expo qui s'occupe vraiment de tout ce qui est sponsoring, mais c'est toujours intéressant de nous laisser dans la boucle pour qu'on ait justement un lien et qu'on partage les informations de manière fluide entre nous. Donc voilà, je laisse la parole à Adelin qui va vous parler des opportunités au Japon. Merci beaucoup, Marie. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Alors, je vais parler des opportunités au Japon et aussi de différents secteurs et notamment du marché de la construction. Alors, je vais commencer par un débrief général du Japon. Alors, évidemment, c'est la troisième économie mondiale après les États-Unis et la Chine. Elle représente environ 5,9% du PIB mondial. Son interconnexion dans l'économie mondiale est concrétisée par la signature de pas moins de 21 accords de libre-échange et de la participation dans la plupart des organisations et groupements liés au commerce international. On a alors un accord qui a été signé entre l'Union européenne et le Japon, un accord de libre-échange qui a été signé en 2018, dont les actions ont commencé en 2013 et qui a pris forme seulement en 2019. Ce qui a permis notamment de faciliter l'exportation des deux côtés, notamment en réduisant substantiellement les barrières tarifaires et non tarifaires, mais qui concerne également les marchés publics, on y reviendra un peu plus tard dans la présentation, ou encore la propriété intellectuelle. Alors, le Japon se positionne en leader de l'innovation, avec 3,2% de dépenses en R&D, rapporté à son PIB national en 2020. Le Japon était le 5e pays mondial ayant les plus importantes dépenses en R&D. Et c'est aussi le pays qui compte le plus de prix Nobel en Asie-Pacifique, avec 24 lauréats, principalement dans des domaines de la chimie, physique ou de la médecine.
Le Japon est un pays pour lequel l'engouement ne cesse de se développer année après année. Le résultat de la dernière mission princière le prouve, et probablement certains d'entre vous y étaient, avec 51 entreprises wallonnes et comptant plus de 575 participants, ce qui en fait la deuxième plus grande délégation jamais enregistrée. Alors, avant de commencer de parler des opportunités, je voulais refaire un petit retour sur la situation économique japonaise pour l'instant. Alors, pour l'instant, on assiste à une reprise post-pandémique et à un yen faible qui favorise les exportations pour les Japonais, notamment qui est confirmé par la Banque du Japon. Toutefois, cet avantage a été diminué par la production croissante de biens japonais sur les marchés de consommation de l'étranger. Aujourd'hui, la Banque japonaise et le ministère des Finances soulignent aussi le risque pour la stabilité financière posée par les fortes fluctuations du marché. Le yen faible pose également le risque d'une détérioration durable du compte courant national liée aux dépendances du pays aux importations tant pour l'approvisionnement énergétique, car 90% de son énergie est importée, et que pour les produits de consommation. Face à un déficit commercial record, la balance courante est en passe d'atteindre également de niveaux records. Enfin, au-delà des facteurs conjoncturels, la dépréciation du yen s'explique aussi par la dégradation des termes de l'échange du Japon, une tendance de long terme aggravée par la crise ukrainienne, notamment par la crise énergétique. Ce débouché aurait réduit les incitations à innover et donc on assiste à une amélioration de la productivité. Donc la levée progressive des restrictions sanitaires a permis de retrouver le niveau pré-pandémique pour la première fois au troisième trimestre de 2022, soit presque un an après la zone euro. Le redémarrage de l'économie est tiré par la consommation des Japonais et pour répondre à la reprise de la demande des entreprises ont accéléré leur production, avec une hausse de 20% lors de l'année précédente. Évidemment, en plus de cela, pour éviter que leurs capacités soient insuffisantes, les entreprises ont aussi intensifié leurs investissements. La reprise s'est appuyée, elle aussi, sur celle des partenaires. Donc, on voit un nombre croissant des exportations, notamment avec plus de 18% au cumul annuel par rapport à la période record de 2021. Cependant, les importations sont elles aussi au niveau record. Alors, la hausse de c'est une économie fondée sur la production. Donc, on assiste à une hausse de la productivité, représente aujourd'hui le principal levier de croissance japonaise. Sous l'effet du déclin démographique, on a une croissance annuelle potentielle qui est proche de zéro. Le facteur travail se trouve sous contrainte. Le marché du travail se caractérise par un quasi plein d'emploi, environ 2% du chômage, et une pénurie de main-d'œuvre. Il y a plus de 1,5 d'offres par demandeur d'emploi. Les réformes mises en œuvre depuis 2012 sous Abe pour renforcer la participation au marché du travail touchaient principalement les femmes, la population de plus de 65 ans et la main-d'œuvre étrangère, ce qui a permis d'augmenter la population active d'environ 3 millions de personnes. Le problème, c'est que majoritairement, ce sont des contrats non réguliers. Donc, ce n'est pas très efficace. Des nouvelles opportunités de marché, viendront de l'impulsion donnée par le gouvernement à la numérisation et le secteur des énergies renouvelables, qui créeront de nouvelles opportunités dans un large spectre de l'économie. La libéralisation croissante du commerce extérieur soutiendra les perspectives positives à long terme du secteur extérieur du Japon. Mais l'ouverture des industries nationales sensibles, telles que l'agriculture, l'énergie et les communications, sera lente, tandis que les infrastructures et les impôts sont des domaines qui ont connu une amélioration substantielle, accélérée par la politique économique post-pandémique du gouvernement, dont je reparlerai juste après. Alors, un peu de présence wallonne au Japon. Alors, le Japon est devenu cette année, en premier semestre de 2022, notre 11e pays d'exportation. C'est la première fois qu'il monte autant dans notre échelle, juste derrière la Chine, avec une impression de poussée de 132,5% et se positionne en 11e position. Alors, pour le taux de croissance, notre bureau de Tokyo nous a confirmé qu'un taux de croissance moyen de 10% des entreprises wallonnes présentes au Japon. Les domaines principaux de ces entreprises sont l'agri-food, le matériau, la chimie, le pharma, l'automobile, solutions numériques industrielles et les solutions industrielles liées à la décarbonation. Alors, j'aimerais parler plus particulièrement du marché de la construction, car c'est plus ou moins pourquoi nous sommes là aujourd'hui.
Le secteur de la construction est un pilier important de l'économie japonaise, qui a généré environ 5,5% du PIB brut en 2021. Alors, le marché de la construction japonaise compte pas moins de 470 000 entreprises, mais qui est dominé par un groupe appelé Super Zenecon, qui regroupe 5 grandes entreprises générales, à savoir Obayashi Corporation, Tasei, Kajima, Shimizu, Takenaka Corporation. Elles ont un chiffre d'affaires d'environ 1 000 milliards de yens, environ 7,1 milliards d'euros, et opèrent dans différents secteurs, pas seulement la construction, la conception architecturale, et la recherche et le développement. Alors, on assiste à l'industrie japonaise de la construction s'est redressée au cours des 10 dernières années après une période de stagnation qui durait depuis l'éclatement de la bulle économique dans les années 90. La reprise a été favorisée en partie par les efforts de reconstruction qui ont suivi le grand tremblement de terre dans l'est du Japon à Fukushima. Les Jeux olympiques de 2021 ont été un autre important générateur de demande et évidemment le développement de la ligne Maglev Shinkansen, dont vous avez certainement entendu parler. Et évidemment, pour les années à venir, d'autres projets de construction devraient avoir un effet similaire, comme Osaka 2025. Alors, il est important de savoir que l'infrastructure urbaine au Japon est l'une des plus importantes au monde, avec environ 91%. Et dans ce cadre-là, il est privilégié par le gouvernement, notamment au niveau des investissements, où un investissement d'environ 15 000 milliards de yens, ou environ 107 milliards d'euros, dans le cadre de son plan d'accélération quinquennale pour la prévention et l'atténuation des catastrophes et la résilience nationale, ce qui devrait stimuler encore une fois la demande des travaux dans les années à venir. Alors, la tendance du gouvernement vers un cycle positif de l'économie et de l'environnement, surtout, est vers la construction décarbonée et une adaptation nécessaire des nouvelles constructions aux possibles désastres naturels et au changement climatique. La stratégie japonaise de développement des infrastructures a été élaborée en réponse à de nombreuses étapes, chacune soulignant l'importance de trouver un équilibre entre la croissance économique et la durabilité. Et donc, le gouvernement japonais reste dans cet objectif de trouver de nouvelles compagnies porteuses de matériaux innovants, comme vous. Alors, je vais parler rapidement de la segmentation du marché japonais de la construction, car il est important d'avoir une vision d'ensemble. Il y a la construction résidentielle, construction commerciale, construction industrielle, infrastructure, d'énergie et de services publics, institutionnelle, et celle qui domine le reste est bien évidemment la construction résidentielle, environ 50% du marché. Alors, le gouvernement prévoit de commencer, un exemple, le gouvernement prévoit de commencer la construction d'un immeuble résidentiel à Tokyo, composé de 560 unités, et on a investi plus de 500 millions d'euros, pour vous donner une idée des constructions. Alors, au point de vue du marché de la construction d'infrastructures, il est soutenu pour les années à venir par l'objectif du gouvernement de développer les transports et les autres infrastructures lourdes. En outre, le marché de la construction d'énergie, comme je l'avais mentionné dans les antécédents, que la projection du secteur d'objectif de 36% de créer 36% de son mix énergétique à partir des sources d'énergie renouvelables d'ici 2030 et d'être neutre en carbone d'ici 2050. Alors, j'aimerais terminer ma présentation avec les difficultés du marché japonais, car il est quand même important de se rendre compte des difficultés quand même. C'est un marché exigeant. Il y a toujours de l'existence de certaines barrières non tarifaires. Même si le GEFTA est en train d'améliorer les choses, dans certains secteurs, notamment la construction, il existe toujours des barrières non tarifaires. Les marchés publics sont en langue japonaise, ce qui ne facilite pas la chose. Les normes sont complexes, mais c'est un marché qui rend intéressant pour les produits et les solutions techniques, d'où l'importance, au final, de trouver un partenaire local. Le partenaire local va vous permettre notamment de résoudre les différents problèmes mentionnés au-dessus et notamment va vous donner la possibilité d'avoir un réseau de contacts déjà fait au Japon. Évidemment, l'importance d'avoir un partenaire local japonais, c'est aussi créer une amitié et une loyauté sans faille. Alors, j'aimerais terminer, avant de céder la parole à monsieur le commissaire, Osaka 2025. C'est vraiment une possibilité pour vous, les entreprises wallonnes, de prospecter le marché à l'occasion d'Osaka. En plus, vous aurez la possibilité, comme sera mentionné dans la prochaine présentation, de créer ou d'organiser des B2B sur le pavillon lors de l'exposition. Et nous sommes le bureau
à Bruxelles ou à Tokyo à votre service et nous restons là pour vous accompagner dans le cadre de votre besoin. Nous avons aussi, j'aimerais le mentionner, des aides à la traduction. Je le mentionne car une possibilité pour les marchés publics notamment ou pour des différents problèmes de traduction, il est possible de souscrire un chèque vers l'AWEX. Je vous remercie et je cède la parole à monsieur le commissaire Adwin. Un grand merci, Adelin. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par partager mon écran, ce qui normalement est déjà le cas. Est-ce que tout le monde voit bien? Est-ce que mes collègues panélistes peuvent me confirmer qu'on voit maintenant mon écran? Pas encore. Bonjour Adwin, nous n'avons pas de partage d'écran. Tiens, j'avais quand même... Voilà. Voilà. Oui, maintenant oui. Ok, très bien, parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci Adelin et merci aussi à l'AWEX de nous avoir donné l'opportunité de vous présenter nos activités aujourd'hui. Je suis Aldwin, je suis le commissaire actuel de Bell Expo. Et je vais peut-être commencer par expliquer un peu ce que c'est Bell Expo. Qu'est-ce qu'on fait et qui sommes-nous? Alors, Bell Expo, c'est une perle rare parce qu'on est une vraie agence belge, car nous réunissons réellement tous les gouvernements de la Belgique. À part la SPF économie et la régie des bâtiments au niveau fédéral, nous avons aussi des coopérations étroites avec nos collègues des affaires étrangères et du budget, mais nous coopérons également avec les gouvernements régionaux, les communautés françaises, allemandes, néerlandaises et les régions, la Wallonie, Bruxelles-Capitale et la Flandre. Dans la pratique journalière, nous sommes notamment en contact régulier avec les agences d'exportation comme l'AWEX, comme Hub Brussels et FIT. Depuis 2017, la Commission générale belge pour les expositions internationales, c'est le nom complet de notre de Bell Expo, a été établie comme une agence gouvernementale permanente. Avant, c'est vrai que nous existons aussi, mais plutôt sur une base ad hoc, chaque fois réinventant la roue pour chaque participation à une expo. On est en fait une entité indépendante, logée au SPF Économie et reportant alors directement aussi au ministre fédéral de l'économie, notre ministre de tutelle. La supervision, par contre, et le financement de Bell Expo est reparti presque 50-50 entre le niveau fédéral et les gouvernements régionaux. Chaque gouvernement est également représenté dans nos organes, au comité de gestion, mais également au comité technique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme je l'ai déjà dit, notre première mission est d'organiser la participation belge aux expos. Ça veut dire quoi? Les expos, ce sont les expositions qui sont organisées sous l'auspice du Bureau international des expositions à Paris. C'est une organisation intergouvernementale qui gère en fait toutes les expositions internationales qui durent plus d'un mois. Il y a plusieurs sortes d'expositions, les expositions horticoles, les expositions spécialisées et les expositions universelles. Aujourd'hui, on est surtout là pour cette dernière sorte d'exposition. Comment est-ce qu'on organise cette participation belge? On le fait en imaginant, sélectant, construisant et gérant l'exposition belge, le jardin belge ou le pavillon belge à une expo. Chaque fois quand il y a des projets de construction impliqués, on consulte bien évidemment et on travaille étroitement avec nos collègues de la régie des bâtiments. Depuis qu'on a été créé en 2017, on a déjà participé à l'exposition horticole de Pékin en 2019, c'est la première photo, à l'exposition universelle de Dubaï 2020, comme Marie l'avait déjà dit, à cause de Covid a été reportée avec un an, donc elle a eu lieu en 2021-22. Et l'année dernière encore à la Floriade, une autre exposition horticole à Almere aux Pays-Bas. Alors, concernant notre participation ou la participation belge à Expo Osaka,
Quelques mots d'abord sur l'expo même. Qu'est-ce que c'est l'Expo 2025 Osaka? C'est une exposition universelle, comme on l'avait déjà dit, ce qui est la plus grande des expos organisées sur les auspices du BIE et qui se tiennent normalement une fois tous les 5 ans. Hein. Dubaï 2020, avant il y avait Milan 2015, Shanghai 2010, Aichi aussi au Japon 2005, Hanovre 2000, etc. L'Expo 2025 aura lieu du 13 avril au 13 octobre 2025, donc pendant 183 jours, et elle aura lieu à Osaka Kansai, au Japon. Elle aura lieu notamment sur une île artificielle que vous voyez ici dans la baie d'Osaka. Pour l'instant, cette île est encore très vide, mais on y construit, comme vous le voyez sur le rendering à droite, on va y construire toute une site d'expo. Il y aura plus de 100 pays participants du monde entier et les organisateurs misent sur un total de 28 millions de visites, dont la vaste majorité seront des Japonais. Je vous montre encore quelques photos du site comme ils espèrent que ça va être, avec le grand ring, ce qu'ils appellent le Grand Roof, qui englobe la totalité du site international. Donc, c'est à l'intérieur de ce grand ring que se trouvent tous les pavillons internationaux. Alors, la Belgique, notre participation a été décidée par les différents gouvernements et a officiellement été communiquée au Japon le 18 février 2022. Tout d'abord, et pour la toute première fois avant d'entamer une participation à une expo universelle, on a mis en place un comité stratégique afin de déterminer les objectifs de notre participation. Il fallait en fait analyser, discuter, comprendre et ensuite déterminer le quoi et le pourquoi de notre participation. Les objectifs suivants ont été décidés par ce comité stratégique et adoptés ensuite par les différents gouvernements belges. D'une part, améliorer la connaissance de notre pays et de nos points forts. Deuxièmement, créer des opportunités pour nos entreprises, notre industrie et notre communauté scientifique. Troisièmement, inviter et attirer des visiteurs et investisseurs étrangers en Belgique. Quatrièmement, renforcer notre propre agenda étranger en coopérant notamment avec d'autres pays et régions sur des sujets d'intérêt commun. Et finalement, assurer une expérience totale et cohérente aux visiteurs, tant en ligne que dans le pavillon physique, pour que ce visiteur puisse vivre la Belgique et toutes ses composantes. Alors, on parle de notre présence physique, hein, le pavillon belge. Je vous montre le site de l'expo, ici sur le plan. Alors, la Belgique a une location. Dans une expo, c'est comme dans le real estate, hein, il fait location, location, location. On a une très bonne location sur le terrain A22. Ce numéro n'a pas d'importance autrement, mais donc c'est juste à côté de l'entrée de l'ouest du site de l'expo. Ce qui est très intéressant, on serait parmi les premiers pavillons que les visiteurs vont rencontrer. Quand on va un peu plus en détail, vous voyez effectivement là, la A22 sur un terrain de coin, de nouveau, ce qui nous donne deux belles façades. Et juste à côté du ring, hein, ce ring d'ailleurs de 12 à 15 mètres d'auteur, les visiteurs vont effectivement pouvoir se promener au-dessus. Donc, ils auront une vue sur les toits de tous les pavillons qui ne peuvent pas être plus grands ou plus hauts que 12 mètres, ce qui veut dire qu'on aura une réelle cinquième façade. Alors, le thème de l'Expo universelle 2025, c'est Creating Future Society for Our Lives, et ça a été reparti en 3 sous-thèmes en fait. 3 sous-thèmes, tous à voir avec la vie, notamment Saving Lives, Connecting Lives et Empowering Lives. La A22 est encore juste dans la partie Saving Lives. Donc, la thématique du pavillon belge sera aussi plutôt dans cette zone-là, sauver la vie ou sauver des vies et tout ce qui
peut aller avec. Quand on regarde le pavillon belge, comment on aimerait bien que ce soit, et ce que je vous montre maintenant, ne le prenez s'il vous plaît, pas comme le plan ou l'architecture du pavillon, c'est juste une représentation, je dirais, indicatif de ce qu'on demande aux constructeurs de nous fournir, mais on laisse toute liberté aux architectes d'avoir leurs propres idées. C'est juste pour vous montrer schématiquement un peu ce qu'on aimerait bien avoir comme pavillon. Donc, le terrain belge, on demande d'abord, bien évidemment, un bel espace d'exposition. C'est la partie la plus importante de notre pavillon. L'exposition sur la Belgique, sur Bruxelles, Flandre et la Wallonie. Alors, vu que cet espace est très important, on voudrait qu'elle est vraiment très grande. Très grande et très haute, pour avoir une belle hauteur, pour permettre une présentation avec un certain facteur wow. Bien évidemment, on est la Belgique. Il faut qu'on ait un bon restaurant et un espace polyvalent dans lequel on peut organiser plein de choses. Il faut aussi qu'on sache vendre quelques belles souvenirs et des chocolats, des gaufres, des bières, etc. Donc, on demande aussi une petite boutique. Et idéalement, on aimerait bien avoir un bar au rooftop. Ça a toujours été un succès quand on organise ça sur un pavillon, donc on aimerait bien l'avoir de nouveau. Bien évidemment, on ne peut pas avoir que des espaces publics, on aura besoin d'espaces techniques et des espaces pour le personnel et pour notre administration. Mais voilà une vision schématique de ce qui pourrait être le pavillon belge au Japon. Pour pouvoir arriver à tout ça, il nous faut bien évidemment, comme agence gouvernementale, on est obligé de travailler via des marchés publics. Alors, il y a deux très grands marchés publics pour ce projet. D'une part, il y a le marché public pour la conception et la construction du pavillon. Donc, c'est le marché public conception, construction, entretien et démantèlement du pavillon belge. C'est un marché qui a été lancé le 9 novembre 2022 avec un premier deadline le 9 décembre pour la préqualification au moment où 3 consortiums ont reçu, suite à la préqualification, le détail technique de ou le guide d'attribution, comme on l'appelle, de notre marché public. Ces consortiums, on a demandé spécifiquement des consortiums parce qu'on était bien conscient qu'il fallait, pour pouvoir conceptualiser, construire et entretenir, on devait avoir vraiment un groupement d'architectes belges et japonais, entreprises de construction japonais surtout, et des spécialistes d'entretien, bien évidemment. Les premiers projets concrets sont attendus pour le 22 mai 2023. Ils ont reçu, après la phase de préqualification, le 2 mars, ils ont reçu tous les détails techniques. Ils ont maintenant 11 semaines et demie, je pense, jusqu'au 22 mai pour rentrer les premiers projets. Ensuite, il y aura des négociations, et on va leur demander des BAFO avec leur best and final offer pour juste avant l'été, ce qui nous permettra pendant l'été de finaliser notre analyse de tout ça et prendre une décision finale en septembre sur le design du pavillon belge. Ensuite, il y aura le deuxième grand marché public, c'est celui du Visitor Journey. En fait, ce marché public englobe plusieurs parties. D'une part, et la partie la plus importante, c'est la scénographie. La scénographie ou la traduction du contenu dans une belle histoire, dans un show, dans une représentation wow dans notre espace d'exposition. Ça, c'est la plus grande partie de ce marché, mais il y aura aussi tout ce qui est l'aménagement des zones publiques, du restaurant, du bar, de l'espace polyvalent de la boutique et du rooftop, les applications digitales
Le wayfinding, donc tout ce qui est la signalisation, comment les gens peuvent se retrouver le pavillon, mais aussi se retrouver leur chemin dans le pavillon, et une campagne promotionnelle. La procédure sera similaire, ça sera identique en fait au premier marché, et on va la commencer avant l'été 2023 avec la phase de préqualification probablement en juin. Alors, juste un petit mot sur comment s'organisent les marchés publics pour que vous compreniez bien exactement ce que c'est. Donc, en fait, il y a 3 phases dans un marché public ou dans le marché public qu'on utilise ici. Il y a la phase de sélection. C'est là où on choisit des consortiums avec de l'expérience et du savoir-faire. Ce n'est pas la phase dans laquelle on attend déjà un concept ou un prix. Ça, c'est plutôt pour la deuxième phase. Donc, une fois qu'on a choisi les 3 parties avec lesquelles on continue le marché, il y aura la phase d'attribution. Cette phase d'attribution, c'est effectivement la phase dans laquelle on va finir par choisir le meilleur concept pour le meilleur prix. Ensuite, il y aura l'exécution. C'est là où ils vont effectivement construire, entretenir ou installer tout le Visitor Journey. Et c'est là où nous, on doit payer le prix. La phase de sélection, de préqualification, si vous voulez, commence avec un guide de sélection de notre part et un dossier de candidature de la part des candidats. La phase d'attribution commence avec le guide d'attribution de notre part et leur dossier de soumission ou leur offre à la fin. Et la phase d'exécution commence avec un accord sur le design final et se termine avec la réception provisoire, ce qui normalement est 1 mois avant l'expo, et la réception finale ou définitive 6 mois après l'expo, au moment où tout est démantelé. Juste pour que vous sachiez comment s'organisent ces marchés publics, et ils seront donc identiques pour les 2 grands marchés. À part de ça, il y a bien évidemment tout ce qu'on fait, vu qu'on est une agence gouvernementale, est soumis aux règles sur les marchés publics. Donc, on aura encore plein d'autres marchés publics qui seront lancés. Notamment, on aura encore un marché public pour la concession de nos activités F&B, donc le food and beverage, tout ce qui est le catering, tout ce qui est l'organisation du restaurant, du rooftop, etc. Et on aura encore d'autres aussi, notamment, mais je vous reviens là-dessus, pour la boutique. Alors, on s'attend d'avoir, comme on dit, boots on the ground, hein, donc du personnel local, une équipe locale, à partir de 2024, plutôt fin 2024, où on va commencer le setup de notre organisation locale. On commencerait bien évidemment avec un directeur du pavillon et on suivra avec le management team pour les finances, le marketing, les événements, les logistiques et les opérations, et ensuite tous les hôtes et les hôtesses aussi pour le pavillon. On n'a pas encore déterminé aujourd'hui avec combien de personnes on serait au peak performance, donc pendant l'événement même, mais ça pourrait aller de 50 à 200 personnes. Ça dépend un peu de ce qu'on décide, ce qu'on fait nous-mêmes ou ce qu'on va encore outsourcer, comme tout ce qui est les opérations F&B. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le contenu de notre participation. Premièrement, l'exposition elle-même. Comme dit, c'est la partie la plus importante de notre participation. Le contenu de cette exposition est décidé par le gouvernement participant. L'accent sera bien sûr mis sur Saving Lives, avec un accent supplémentaire sur les soins de santé, l'innovation, la santé en général. Le processus pour déterminer ce contenu est actuellement en cours et nous y travaillons dur au sein du comité technique. Et ensuite, ce sera donc mis en page, si vous voulez, par le scénographe. La deuxième partie de nos activités sera les différents événements sur le pavillon belge. Comme dit, on aura un espace polyvalent dans lequel on peut organiser plein d'événements supplémentaires, mais on a également demandé dans le marché déjà lancé qu'on nous installe une scène spécifique prévue au rez-de-chaussée pour des performances artistiques de toutes sortes.
On espère, et j'en suis sûr, que nos collègues d'AWEX, Brussels et FIT sont également très actifs et organiseront, entre autres, leur semaine régionale, bien évidemment, sur le pavillon. Enfin, troisièmement, et c'est quelque chose sur lequel nous voulons vraiment nous appuyer beaucoup plus que nous l'avons fait par le passé, un véritable programme de contenu. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'on veut saisir des opportunités. Les événements et les semaines thématiques spécialisées organisées par Expo elle-même ou des événements organisés par d'autres pavillons, d'autres pays. Donc, c'est la coopération qu'on pourrait faire avec d'autres pays, d'autres organisations comme l'Union européenne ou les Nations unies, par exemple, autour d'un trait commun. Pourquoi? Parce qu'un visiteur d'une expo ou un visiteur pour nous de notre participation ne doit pas seulement être la personne qui entre physiquement dans notre pavillon, mais ça doit aussi être ceux qui entrent en contact avec, par exemple, un expert belge dans un panel lors d'un événement. C'est comme ça qu'on mesure réellement notre succès d'une participation. Si on regarde uniquement les visiteurs physiques, ce sera dommage parce qu'alors on rate des opportunités et on rate des visiteurs. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel on aimerait bien appuyer là-dessus beaucoup plus que dans le passé. Finalement, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, désolé que ça m'a pris autant de temps, les opportunités pour les entreprises et les sociétés belges. Je vous rappelle nos buts stratégiques, nos objectifs stratégiques pour participer à l'Expo 2025. Et il y en a deux là-dedans qui sont très importants pour vous, mais aussi pour nous, notamment, bien évidemment, la création d'opportunités pour nos entreprises, notre industrie et la communauté scientifique et l'invitation et l'attiration des visiteurs et investisseurs étrangers en Belgique. Alors, on est réellement là pour vous. Le but de participer à une exposition universelle, ce n'est pas pour la beauté de nos yeux, c'est pour justement aider nos entreprises, pour aider et améliorer la réputation de la Belgique, mais aussi de notre industrie et notre communauté scientifique. Donc, on est à votre disposition et on est à votre service. Donc, on vous propose d'abord d'utiliser le pavillon pour vous-même. Comme on avait dit, il y a les espaces d'exposition, mais il y a aussi l'espace polyvalent, il y a le restaurant, il y aura probablement un rooftop bar, il y aura une boutique belge où on aimerait bien utiliser et maximaliser tout ce qui pourrait être belge, tout ce qu'on peut promouvoir de la Belgique. Mais vous pouvez également imaginer de privatiser le pavillon pour vos événements, pour vos réunions avec vos partenaires dans la région, pour vos team buildings, pour des workshops, pour des réunions de vos conseils au comité, pour organiser des séminaires, des présentations, pour inviter des clients, etc. Vous pouvez imaginer aussi de proposer vos produits dans le restaurant ou à vendre dans la boutique. Le but est vraiment de promouvoir la Belgique, y compris tout ce qui pourrait être produit, organisé ou fourni par nos entreprises et nos sociétés. Il y aura les semaines régionaux et les activités organisées par nos agences d'exportation. Il y aura 3 semaines majeures chaque fois avec leur focus sur les opportunités pour les business, la semaine de Bruxelles, la semaine de la Flandre et bien évidemment la semaine de la Wallonie. Nos agences UP, FIT et AWEX seront présents au pavillon pendant les 6 mois, au moins on espère et j'en suis sûr. Et ils vont aussi coopérer très étroitement avec nous pour le Content Program, pour justement trouver des Belges ou des éléments belges pour insérer dans ces fameuses semaines thématiques de l'expo ou les événements spécifiques. Il y a bien évidemment aussi les possibilités pour les partenariats. Alors, aujourd'hui, je dirais il y a trois grandes parties à ces partenariats. Il y a tout d'abord le sponsoring de la construction du pavillon. Comment
on voit ça. C'est quelque chose de très spécial par rapport à des marchés publics classiques. C'est que quand j'ai dit qu'on va sélectionner sur le meilleur design et pour le meilleur prix, en fait, on ne va pas sélectionner sur le prix. Le prix du pavillon, on l'a déjà déterminé. On a bien dit au marché et aux 3 candidats qui restent aujourd'hui ce qui est notre budget. 9,8 millions d'euros pour la construction, pour la conception, construction, entretien et le démantèlement du pavillon. Et on sait très bien qu'ils auront besoin de ces 9,8 millions. Pourquoi? Parce qu'on demande beaucoup. Donc, ils auront besoin de cet argent. Ils ne vont pas nous offrir un pavillon à un prix moindre. S'ils font ça, on doit se douter, tiens, est-ce que c'est bien ce qu'on a demandé? Par contre, on leur demande de nous offrir un pavillon avec une valeur économique plus élevée. Comment ils peuvent faire cela? Justement, en trouvant eux-mêmes des sponsors pour améliorer leur offre par rapport à la valeur sous-jacente du pavillon qu'ils vont nous offrir pour ce 9,8 millions. Ça a bien fonctionné à Dubaï. On a reçu un pavillon beaucoup plus valorisé que le prix qu'on a payé pour. Et on aimerait bien répéter cela pour le Japon. Mais on veut aussi aider les consortiums à justement trouver des sponsors. Malheureusement, les règles sur les marchés publics nous interdisent de communiquer aujourd'hui les noms des 3 consortiums au marché. Donc, on doit le faire à l'inverse. On peut communiquer au consortium les coordonnées des entreprises intéressées. Donc, ça, c'est une première manière, c'est de nous informer, tiens, par rapport à tout ce que vous demandez pour le pavillon et de ce que les consortiums doivent fournir à Belle Expo dans le marché public, nous, on peut éventuellement aider. On a des produits ou on a des matériaux, on a des services qui peuvent être très intéressants, qui peuvent être très utiles. Plutôt qu'on le sait, plutôt que les candidats le savent, mieux que c'est. Imaginons que l'architecte c'est « Ah tiens, mais il y a une société belge qui est prête à offrir, je donne un exemple, du bois ou du verre ou un autre matériel », alors il peut en tenir compte dans sa conception. C'est beaucoup plus facile de le faire s'il le sait à l'avance que si on le sait par après et on doit changer le design ou on doit modifier le marché. Ça, c'est toujours plus problématique. Donc, plutôt qu'on le sache et qu'on peut l'intégrer, mieux que c'est. Donc, la même chose s'applique pour le partenariat éventuellement pour le Visitor Journey, pour tout ce qui tombe sur ce marché public. Bien évidemment, il est aussi possible de nous sponsoriser directement, soit Belle Expo, soit le pavillon belge. C'est moins convenant pour tout ce qui est spécifique pour la construction ou pour le Visitor Journey, mais il y a plein d'autres services ou de matériaux dont nous, on aura besoin, surtout après quand on va mettre en place nos opérations. Il y a notamment 2 parties spécifiques pour tout ce qui est les activités de F&B, hein, des produits typiques belges. Donc, ce sera dans un stade futur. Et là, c'est un peu comparable avec le système, avec le consortium pour les 2 premiers marchés publics, plutôt avec ici une collaboration avec le concessionnaire du restaurant et aussi la boutique où on pourrait s'imaginer le partenariat pour des produits à vendre dans la boutique. Ce sera directement avec Belle Expo alors aussi dans un stade futur. Par rapport au timing, comme je disais, le plus tôt, le mieux c'est parce qu'alors on sait mieux intégrer justement les produits, les services spécifiques. Par contre, ne vous inquiétez pas trop. Après qu'on a effectivement choisi l'adjudicataire, donc le gagnant, si vous voulez, du marché public, on va réévaluer le sponsoring. Déjà, on va regarder tous les sponsors qui étaient impliqués dans les projets de ceux qui n'ont pas gagné pour voir si on peut quand même encore les intégrer. Et
on va aussi revoir le design, le concept pour voir, tiens, mais est-ce qu'on n'a pas été déjà contacté par certaines sociétés que vous n'avez peut-être pas contactées parce qu'ils n'ont pas eu le temps pendant les 11 semaines et un peu plus sur lesquelles ils travaillent sur leur projet. Ils n'auront peut-être pas eu le temps de contacter tout le monde. Donc, on va reprendre quand même le dossier en main pour voir si on ne peut pas rajouter le sponsoring. Donc, si jamais ils ne vous contactent pas maintenant dans la première phase, il y aura toujours la possibilité de revenir après. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à se décider ou à négocier aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. On va accueillir les sponsors, le partenariat jusqu'aux dernières minutes, bien évidemment. Alors, comment ça fonctionne? Ces partenariats, il faut bien savoir que il est possible soit en nature, soit directement financière, ça c'est évident. On a préparé des packages différents, hein, bronze, silver, gold et platinum, des pre-packed packages pour le sponsoring. Et le retour sur ce partenariat, ce sont des retours classiques comme la visibilité dans un Wall of Fame au pavillon, avec des messages vidéo, des références logos. Vous pouvez montrer un petit film sur les différents écrans du pavillon, etc. Mais on va également vous intégrer dans notre plan de communication. Il y aura la possibilité d'avoir un accès privilégié au pavillon et au site de l'expo. Et bien évidemment, nos sponsors seront les premiers qui recevront des invitations exclusives à nos propres activités. Je cite par exemple la journée de la Belgique, la journée nationale. Chaque jour à l'expo, il y aura un pays qui est mis en honneur. Il y aura donc aussi une journée belge. C'est habituellement le roi et ou la reine de la Belgique qui nous visitent ce jour-là et on organise plein d'événements autour. Nos sponsors sont les premiers qu'on invite à ce moment-là. Finalement, et si tout le reste ne vous convainc pas, ceci va sans doute vous convaincre, vous pouvez vous appeler un Proud Partner du pavillon belge. Par rapport au sponsoring des consortiums et de la construction de la Visitor Journey, il faut bien comprendre, vous entrez d'abord en négociation directement avec eux pour exactement ce que vous pouvez leur offrir, etc. Vous sponsorisez en fait leur obligation vis-à-vis de Belle Expo pour livrer un pavillon ou livrer un Visitor Journey. Mais les returns et le contrat de sponsoring, ce sera bel et bien avec nous, avec Belle Expo. Ce seront nous qui sommes responsables pour vous donner vos returns. Alors, comme je disais, on a plusieurs packages. Hein. Les packages sont Platinum, Gold, Silver et Bronze. Le contenu est plus ou moins la même pour les quatre, sauf bien évidemment les valeurs, les seuils pour être partenaire Platinum, c'est à partir de 100 000 € en cash ou 200 000 € en valeur en nature. Gold, c'est 50 000 cash ou 100 000 € in kind en nature. Silver, 25 000 cash et 50 000 en nature. Et bronze à partir de 5 000 € ou 10 000 € en nature. Bien évidemment, tous auront des visibilités, l'intégration, etc. Mais ça dépend un peu de votre niveau pour justement avoir plus l'un que l'autre. Ça, c'est évident. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'on travaille toujours sur mesure. Hein. On a, je me rappelle bien pour Dubaï, certes, vous serez bronze, silver, gold ou platinum, mais certains sponsors sont plus intéressés dans un avantage que dans l'autre. Donc, on va toujours essayer de finalement avoir une enveloppe sur mesure et sur base de la réelle valeur du sponsoring en
vos classes alors dans une des catégories et on fait bien évidemment en sorte qu'il y a un certain équilibre entre tous les sponsors de la même catégorie et de l'offre qu'on fait de la part de Belle Expo. Voilà la fin de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Je vous avoue que je n'aime pas faire cela par webinaire parce que je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, je ne vois pas comment le public réagit. Donc, je ne sais pas si vous êtes encore tous là. Je ne sais pas si j'étais trop vite ou pas assez vite sur certaines choses, mais j'espère quand même que vous avez eu l'information que vous attendiez. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser maintenant. Donc, tout le monde est encore là. Ça, c'est déjà bien. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et on a reçu 2 questions. En tout cas, la première, c'était vraiment plus par rapport à toi, Aldwin. Donc, il y a Nicolas qui demande par rapport à la mise en conformité aux normes sismiques exigeantes du Japon, comptez-vous faire appel à de la sous-traitance locale? Et est-ce qu'il existe déjà un cahier de charges des contraintes pratiques que cela implique pour le design, l'intérieur et le mobilier? Oui, effectivement. Donc, dans le premier marché public dont je vous ai parlé, le marché public pour la construction notamment, en fait, on sait très bien qu'à cause euh, à cause des conditions locales, notamment sismiques, mais aussi d'autres, il fallait absolument avoir un entrepreneur japonais. D'ailleurs, les organisateurs de l'expo, les autorités locales, ne permettent que des entrepreneurs localement enregistrés pour, euh, euh, oui, pour construire les pavillons. Donc, dans le consortium qu'on a demandé, on insistait à avoir un architecte agréé au Japon et un entrepreneur agréé en Japon, mais également un architecte agréé en Belgique. Ça ne devait pas être forcément un Belge, mais au moins un architecte agréé en Belgique. Et l'entrepreneur ne devait pas être agréé en Belgique, mais devrait se faire agréer une fois le marché attribué pour qu'on est sûr que c'est un entrepreneur d'un certain sérieux, etc. Mais on travaille donc effectivement, c'est même pas une sous-traitance locale. On veut des entrepreneurs japonais parce que ce sont les seuls qui sont permis à travailler là-bas. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Par rapport au cahier de charges, oui, bien évidemment, il y avait un guide de sélection dans lequel il y avait déjà une indication de certaines exigences techniques, mais il y avait surtout le guide d'attribution que malheureusement, on ne peut pas vous le partager parce qu'il était destiné uniquement aux 3 consortiums qui ont déjà été sélectionnés. Et les 3 consortiums, d'ailleurs, ont chacun des entreprises japonaises pour la construction et l'architecture dans leur consortium. Est-ce que, Monsieur Tsurukawa, ça répond à votre question? Je ne sais pas si c'est possible de répondre. Monsieur Awaters, Oui, merci. il a dit merci. OK, très bien. Pour la question de Monsieur Patrick Awaters concernant la pauvre qualité du contenu d'exhibition du pavillon belge à Dubaï, bon, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé à Dubaï ou si ce qui était pauvre ou pas pauvre, mais en tout cas par rapport au contenu de celle de Osaka, on a changé certaines choses par rapport la manière dont on travaillait dans le passé. Notamment, on a scindé le grand marché public de la construction en 2. Donc, il y a d'une part vraiment le pavillon même et d'autre part ce que je vous expliquais par rapport au Visitor Journey, où notamment on va mettre beaucoup plus d'attention sur la scénographie et le contenu de notre présentation dans l'espace d'exposition. C'est aussi le comité stratégique, comme je vous ai expliqué, qui cette fois-ci a mis beaucoup plus d'importance sur ce contenu de l'exposition.
Oui, ça, je confirme que c'est une demande que nous, on avait déjà faite aussi sur l'importance de scinder les deux marchés. Parce que comme souvent, en fait, le nerf de la guerre, c'est le budget. Voilà, quand il y a des soucis au niveau du budget ou que c'est un peu serré, bien évidemment, du coup, c'était plutôt la partie scénographie qui en pâtissait plutôt que la construction. Et le fait d'avoir maintenant deux marchés vraiment séparés, ça nous assurera d'avoir un budget propre auquel on ne peut pas toucher pour la scénographie. Donc ça, c'est vraiment un point auquel tout le monde a bien été sensibilisé là-dessus. Donc ça, je pense, comme dit Alvin, qu'on devrait déjà voir, ça devrait déjà être un point important pour ne plus avoir le même souci qu'à Dubaï. Oui, pareillement. Marie, je pense qu'avec le comité technique, on est maintenant euh, amené à aussi être beaucoup plus attentif euh, au suivi de cette partie du marché. Et d'ailleurs, dans le marché public pour le Visitor Journey, on va insister à avoir des mock-ups en Belgique bien à l'avance pour pouvoir justement superviser, examiner, analyser la qualité de l'exposition avant que ce soit installé au Japon. Tout à fait. Donc, Monsieur Abatur, je ne sais pas si ça... J'espère que ça répond à votre question. Alors, Monsieur Rons, merci pour plus ou moins, mais dites-nous ce qu'on pourrait répondre mieux, si vous voulez. Mais je vais prendre les deux autres d'abord. Donc, Monsieur Rons, merci pour votre commentaire. C'est pas une question, mais c'est plutôt un commentaire. Donc, je vous remercie pour avoir spécifié effectivement que la famille royale belge, non seulement la famille royale, mais la Belgique en général a une très bonne réputation euh, au Japon. Et on est très populaire, effectivement. Donc, le pavillon belge aura sans doute beaucoup de succès de par elle-même, d'autant plus alors l'importance d'en faire un très beau pavillon avec un très bon contenu. Alors, Madame Leroy, je pense que Megan a déjà répondu dans le chat que Oui, on va vous effectivement, envoyer ça. On enverra ça oui, aujourd'hui ou lundi, vous recevrez le PowerPoint. Et le détail de tous les packages, ils sont déjà dans le lien. D'ailleurs, vous allez être renvoyé, je pense, juste après le webinaire sur le site de Belle Expo où tous les packages sont vraiment détaillés dans une brochure. Mais il n'y a pas vraiment de formulaire de demande. Je pense que c'est vraiment plutôt un contact que vous devez prendre en direct avec Alduin exactement. Ben, auprès de Belle Expo. avec Voilà. Belle Expo, hein, il y a Voilà. un email global spécifiquement pour Osaka. Peut-être je peux mettre le mail dans le chat. Tout le monde voit le chat, hein, Marie, si je pense, si je ne m'abuse pas. Oui. Donc, je vous mets l'adresse email générale sur laquelle vous pouvez nous contacter. Voilà. Expo 2025 osaka@economy.fgov.be. Donc, n'hésitez Ben, pas justement pour toutes les demandes d'intérêt, de partenariat, mais voilà, c'est vraiment l'adresse à laquelle vous adressez, c'est vraiment Belle Expo. Et alors, si c'est possible, à chaque fois, vous pouvez toujours me mettre en copie. Hein. Donc, c'est m.ledru@awex.be. Comme ça, moi, je sais aussi quelles sont les entreprises wallonnes qui participent et on peut faire le suivi de notre côté quand c'est nécessaire et en temps voulu, assurer aussi une visibilité à toutes les entreprises wallonnes qui seront présentes. C'est notre rôle aussi à la WEX de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'acteurs wallons qui participent à ce projet, évidemment. et on vous encourage effectivement à garder toujours ce lien avec l'AWEX, avec qui on est en contact permanent. On travaille, on coopère sur ce projet. Euh, on est une équipe. Tout à fait. Je vois que, donc, je pense que j'ai répondu à la question de Madame Leroy. Monsieur Abbott, ce qui continue à nous poser des questions sur Dubaï. Je ne vais pas litiger ou relitiger Dubaï ici, ce n'est pas le but. On regarde le futur et on travaille surtout pour Osaka maintenant. Par contre, votre deuxième question par rapport aux entreprises belges, effectivement, on essaye de les privilégier au maximum, mais on doit aussi respecter bien évidemment les règles et les lois, notamment sur les marchés publics. On ne peut pas
juridiquement ou légalement exiger qu'ils ne travaillent qu'avec des entreprises belges. Quand on met comme gouvernement un budget à disposition et on demande d'avoir un projet en retour, une fois le projet attribué, on ne peut pas leur dire « Ah non, ça, on ne va pas payer parce que vous avez utilisé un produit non belge ou vous avez utilisé un fournisseur non belge. » Finalement, ces entreprises, ces adjudicataires ont aussi le droit de regarder leur propre budget et on doit respecter cela aussi. Par contre, cette fois-ci, dans le guide d'attribution, donc la deuxième partie des exigences techniques du marché public, on a été beaucoup plus insistant à utiliser et maximaliser l'utilisation et la procuration de matériaux, entreprises, services belges, et on donne même des points dans l'attribution à cette, je dirais, cette représentation belge du pavillon. Donc, on fait notre mieux justement pour privilégier dans la mesure du possible légalement les entreprises belges. J'espère que Oui, ça, c'est vraiment un point sur lequel on a vraiment tous insisté. D'ailleurs, les 3 régions étaient bien d'accord avaient la même position à ce niveau-là, que ce soit les oui, tout Flamands, le les monde, Bruxellois ou les effectivement. Wallons, on a vraiment tous insisté pour qu'en effet, on aille un pas plus loin que pour les expos précédentes, pour éviter justement certaines déceptions qu'on a pu avoir lors d'expos précédentes. Exactement. On s'est Voilà, entouré d'avis juridiques justement pour être sûr qu'on pouvait aller si loin, et on nous a bien confirmé que dans ce cadre-là, je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Abbott, parce que un pavillon belge doit maximaliser bien évidemment les produits, les matériaux, etc. belges, et on fait de notre mieux dans la mesure légalement permis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois. Quand et de quelle manière manifester une proposition de service ou de technologie en contactant directement M. Dekers? Oui, vous pouvez contacter directement, comme on l'avait dit, notre adresse générale en mettant en copie nos collègues de l'AWEX. Et dès que vous êtes prêts à nous faire des propositions, on est tous aussi ouverts à vous rencontrer, à avoir des entretiens particuliers avec des entreprises, des institutions belges sans aucun problème. On en a déjà eu d'ailleurs avant ce webinaire. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et si jamais vous n'avez pas de questions maintenant, mais qu'elles viennent après, n'hésitez pas. On reste nous disponibles, que ce soit à la WEX ou à Belle Expo, pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas. On reste en contact. Je ne sais pas si je laisse encore 2-3 minutes, si quelqu'un va encore poser des questions. Voilà. Sinon, voilà, on reste à disposition. Je vois qu'il y en a encore une. Oui, monsieur Ben voilà. ls.eu, on a noté. Mais n'hésitez pas à nous envoyer un message, monsieur Awaters, un email avec un demande justement de se rencontrer avec beaucoup de plaisir. Et plus, comme je l'avais dit, plus vite qu'on le sache, qu'on peut informer les 3 entreprises. les 3 entreprises des entreprises intéressées, mieux c'est, hein, parce que plus vite qu'ils peuvent alors se préparer pour ça. D'ailleurs, je vois, M. Awatt, que vous êtes spécialisé dans le laser equipment. Ben, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. On demande notamment, c'est une demande dans notre guide d'attribution, on demande spécifiquement que le pavillon belge à l'extérieur montre ce qui sera vu à l'intérieur. Et on voudrait justement des façades très vives et dynamiques en couleurs, etc. Il faut bien se rendre compte qu'on sera au Japon, donc on doit aussi
attirer surtout le public japonais et asiatique. Donc, ce sera déjà par rapport à votre société une très bonne nouvelle, je pense. En effet. D'ailleurs, et ça c'est un scoop, on va probablement publier sur notre site web un résumé de ce qu'on veut avoir comme pavillon avec justement la description plutôt technique, pas réellement technique, mais quand même la description de tout ce qu'on demande dans le marché public pour la construction pour que justement des partenaires potentiels puissent voir s'il y a quelque chose qui pourrait leur intéresser ou qu'eux, ils peuvent fournir comme matériel ou service. Et ça sera disponible quand, Aldwin? Probablement, c'est la semaine prochaine, on va le publier sur notre site. On doit un peu rédiger, toi tu vas comprendre quand je le dis, le programme des besoins, hein, Ouais. mais on doit un peu le rédiger avant qu'on peut le publier. Ok. Je crois qu'il y a encore une question. Le nom du gagnant du concours de design sera-t-il ouvert afin que nous puissions le contacter par la suite? Oui, le nom du gagnant, une fois qu'on a effectivement attribué le marché, bien évidemment, ce sera communiqué. Il y aura sans doute une conférence de presse même, parce qu'on va non seulement dévoiler le nom du gagnant, mais surtout le design même. Et vous pouvez le contacter par la suite en direct, mais vu que c'est à nous de vous offrir, c'est que Belle Expo qui peut vous donner les avantages de partenariat, pas le gagnant, ce sera mieux de nous contacter en direct. Le flux logistique, dans quel sens? Le flux logistique de la Belgique vers Osaka. Il y aura bien évidemment, on aura besoin de certains services logistiques, oui, dans le sens où il y aura sans doute des transports à faire de, de la Belgique vers Osaka, mais pas autant. Il faut pas, ce ne sera pas tellement régulier. Il y aura, ben, en direct, je vois deux grandes choses. D'une part, comme je vous ai dit, hein, on va demander, on ne le fait pas bien évidemment pour le premier marché parce que ça, c'est vraiment construire un bâtiment, mais le deuxième marché avec le Visitor Journey, là, on va demander qu'il nous construise, si vous voulez, un peu l'exposition en Belgique pour qu'on puisse le tester, l'examiner et l'approuver avant qu'il soit effectivement envoyé au Japon. Donc là, sans doute, dans le deuxième marché, il y aura un attrait de la part de l'entreprise responsable d'avoir de l'aide logistique pour pouvoir envoyer ensuite notre scénographie au Japon. Ça serait un marché ou une chose. Euh, la deuxième opportunité, c'est effectivement, on va devoir tout ce qu'on va vendre dans notre boutique, vu qu'on aimerait bien vendre des produits belges, et d'ailleurs on ne peut, sur une expo universelle, les pays ne peuvent vendre que des produits de leur pays, des produits typiques d'ailleurs de leur pays. Et les Japonais, ils regardent ça de quand même de très près. Peut-être qu'au Japon, à Dubaï, ils n'étaient pas tellement euh, stricts là-dessus, mais au Japon, ils le prennent quand même au sérieux, ce règle que les pays ne peuvent vendre que des produits typiques. Mais ces produits typiques, on ne va pas vendre des produits en Chine euh, et les vendre au Japon comme étant des produits belges. Déjà la population japonaise est très sensible à ça. Quand ils voient sur un souvenir belge produced in China, ils vont vraiment pas l'apprécier. Donc ça, c'est déjà important. Ils sont sensibles à ce genre de choses. Euh, Là aussi, c'était d'ailleurs le cas aussi pour Dubaï, il y aura sans doute un ou deux conteneurs de produits qui vont partir de la Belgique vers le Japon, mais c'est qu'une fois, bien évidemment, avant le début d'Expo, et puis il y aura à la fin d'Expo un retour vers la Belgique de matériel ou de choses qui restent, mais il n'y a pas
un besoin de transport de manière, je dirais, régulière pendant les 6 mois. On va pas avoir on va plutôt amener tout au début, le garder sur place. Donc, dans ce sens, on a besoin plutôt peut-être de stockage. Et ensuite, de fur et à mesure, on utilise ce qu'on a sur place. Et ensuite, ce qui reste, on le récupère, on le renvoie en Belgique. Mais il n'y aura pas des allers-retours de manière mensuelle ou hebdomadaire. Et pour les produits de nourriture, peut-être que là, il y aura, mais ça, c'est à voir avec les concessionnaires du restaurant, peut-être que là, il y aura un besoin plus régulier de flux logistique venant de la Belgique, mais sans doute, notamment les chocolats, on va les procurer sur place. Les chocolatiers belges, il y en aura plein qui sont installés sur place. Et c'est aussi assez compliqué par rapport aux réglementations phytosanitaires. Pardon. Donc ça c'est encore à voir. Mais on est certainement intéressé à regarder les opportunités. Plus d'autres questions? Moi, j'avais juste encore une petite question pour être bien sûr à l'UNICI. C'était juste que le 22 mai, que les entreprises ont pour remettre leur projet. Est-ce qu'après, si on a encore des demandes d'entreprises wallonnes, est-ce que c'est trop tard du coup? Non, Ou non, est-ce non, qu'on non, non, peut... non, non, pas Ce du sera tout, pas encore du tout. possible après de les Oui, intégrer? Ok. oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Déjà, le 22 mai, ils vont nous faire leurs premières offres, leur premier design. Alors nous, on va analyser, on va poser des questions. Tiens, est-ce que vous pensez à ça? Vous avez pensé à ça? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Vous allez bien faire ça? Des choses qu'on ne comprend pas. Il y a encore, je dirais, un mois et demi de négociation avant qu'on leur demande Ok. leur BAFO. Alors, dans leur BAFO, on l'a bien vu aussi à Dubaï, entre la première offre et la BAFO, il y a encore des sponsors qui se sont rajoutés. Donc, sans doute ici, parce que ça leur donne aussi un mois de plus pour négocier avec des sponsors, pour exactement Tout à fait. savoir ce qu'ils veulent. Et même après, donc une fois que les BAFO sont rentrés chez nous, alors ça ne sert plus à grand-chose de continuer à négocier directement avec les entreprises parce qu'il faut attendre peut-être septembre pour qu'on sache avec qui on va finalement construire le pavillon. Mais une fois qu'on sait ça, comme je le disais, on va re-regarder tout. Déjà, les sponsors qui n'ont pas été repris parce qu'ils étaient sponsors des autres candidats. On va les recontacter, voir, tiens, est-ce qu'on peut quand même pas vous intégrer dans le projet choisi. Mais deuxièmement, des sponsors qui se rajoutent après. Tu sais bien, Marie, pour Dubaï, on a encore ajouté des sponsors Jusqu'à la fin. oui, jusqu'à la fin. Hein. Très bien. Si possible, on va toujours le faire. Comme je le disais, on est au service des entreprises belges. Si on peut encore les intégrer, les aider, on va le faire. Il faut juste faire attention et c'est pour ça qu'on préfère les intégrer à l'avance. Une fois qu'un marché public est attribué, c'est plus difficile de modifier quelque chose dans le design, dans le concept même. Hein, imaginons que tout le concept d'un architecte est en bois et 3 mois plus tard, il y a une entreprise qui dit ouais, moi, je suis prêt à vous fournir plein de métal ou d'acier. Alors, c'est compliqué de modifier tout le concept. Et ça risque aussi de justement engendrer des coûts parce que modifier un marché public en tant que pouvoir adjudicateur, l'entreprise peut nous dire oui, bon, je veux bien refaire les plans, mais alors vous devez me payer pour ça. Tu vois, c'est ça ce qui Oui, est oui, oui. pas Au qui est plus c'est pas intégré tôt, au plus l'architecte ou le constructeur peut intégrer les matériaux demandés dans son projet. C'est toujours le plus facile. Hein. C'est pour ça, oui, évidemment, qu'on a encouragé les entreprises à participer au webinaire maintenant, puisque c'est vraiment la période la plus propice maintenant exact, pour se exact. manifester. Tout à fait. Je OK. vois Madame Leroy, peut-on être sponsor sur plusieurs consortiums? Oui, absolument. Donc, les consortiums, c'est interdit pour eux de coopérer. Donc, eux, on ne peut pas être sous-traitant de plusieurs consortiums à la fois. Par contre, les sponsors, et ça, c'est prévu dans nos documents de marché,
effectivement, vous pouvez avoir des accords avec plusieurs consortiums. Il se peut parfaitement que vous tombez d'accord pour un package Silver avec un consortium et Gold avec un autre parce qu'ils ont besoin de plus de votre matériel, par exemple. Il n'y a aucun problème. Il faut juste respecter une certaine discrétion. Hein, mais ça, bien évidemment, eux, quand ils vous contactent, ils vont vous le demander. Hein, les accords que vous faites avec l'un, que vous n'allez pas en parler avec l'autre. Ça, c'est évident, mais ça, c'est comme toujours dans le business, il faut respecter la discrétion et la confidentialité de vos contacts. Ça, c'est évident. Mais il n'y a aucun problème de sponsoriser plusieurs consortiums à la fois. Je pense d'ailleurs qu'il y aura plusieurs entreprises qui sont prêtes à sponsoriser n'importe qui gagne finalement le marché. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout le monde est encore là, donc voilà, c'est que c'était intéressant jusqu'au bout. Merci beaucoup Aldwin, en tout cas d'avoir participé au webinaire pour expliquer tout ça en détail. Merci aussi à Adelin pour toutes les explications par rapport au marché japonais. Donc Adelin reste évidemment à votre disposition pour toute autre question, même de manière plus générale par rapport au Japon. On est là toute l'année pour ça ici à la WEX. Et de mon côté, moi je reviendrai évidemment vers vous, mais ça dans un temps en plus quand on se rapprochera de l'expo, puisqu'on organise à chaque fois, nous, une semaine Wallonie-Bruxelles durant l'expo. Où là, évidemment, on est là aussi pour mettre en avant les sponsors du pavillon ou d'autres entreprises partenaires du pavillon. Donc ça, ce sera plus tard. Mais donc voilà, ici, l'idée, c'était déjà de vous donner un aperçu des possibilités qui s'offrent à vous à ce stade-ci. Et puis, on reste évidemment en contact pour la suite, puisque ce n'est pas tout de suite, mais ça va aller plus vite qu'on ne pense. Ça va aller beaucoup plus vite qu'on ne pense. C'est toujours des projets qu'on prépare longtemps à l'avance et puis les mois filent. Et voilà. Donc, merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à revenir vers nous par la suite pour toute autre question. On reste à disposition. Merci beaucoup. Merci Marie. Merci, au revoir.